What's up la gang? Bienvenue à mon channel, Gab FinTech, pour vous servir. Ouais, mais c'est quoi tu me sers? Qu'est-ce que je vous sers? Mon enjouement pour votre divertissement en temps de confinement. Puis oubliez pas que je suis un idiot qui fait des vidéos, donc avant de faire une décision de cabochon, allez chercher de l'information. Donc aujourd'hui je vous parle du price prediction de Katie Woods pour le Bitcoin qui est la FinTech en laquelle je crois le plus pour le futur. Puis il y en a plusieurs experts qui croient au même potentiel pour cette monnaie digitale là. Donc je vais voir avec vous pourquoi Katie Woods estime qu'on pourrait avoir dans un futur proche un Bitcoin à 500 000 $. Je vais voir avec vous qu'est-ce que ça prendrait pour arriver à ce prix-là pour le Bitcoin. She says, according to our research, if all S&P 500 companies were to allocate 1% of their cash into Bitcoin, its price could increase by approximately $40,000. She said this yesterday when one Bitcoin equaled $30,000. So she's saying if this happens, one Bitcoin will equal $70,000 per coin. If these companies went further and converted 10% of their cash to Bitcoin, its price would increase by $400,000 instead, putting it around $430,000. Now, at the same time, global institution allocations between 2.5% and 6.5% across the board could push the price of Bitcoin far beyond that, to anywhere between $200,000 per coin to $500,000 per coin. Bitcoin, more in the fintech realm. We are seeing corporations, we didn't expect this. We expected institutional interest, but we didn't expect corporations to substitute Bitcoin for cash. MicroStrategy was the first. All of its cash is now in Bitcoin. And in fact, it did an offering so that it could buy more Bitcoin. Square has put 5% of its assets into Bitcoin. And we're seeing more mature companies like PayPal enabling the buying and selling of Bitcoin on its platform, as Cash App does as well. Well, if companies in the S&P 500 were to put 1% of their cash into Bitcoin, that would increase the price of Bitcoin by $40,000. Today, it's close to $30,000. So that's more than a double right there. If we saw 10%, of course, that would add $400,000. And I just told you, MicroStrategy has put all of its cash in. Perhaps emerging markets will be faster in terms of adoption. But we have been very surprised at how quickly this has happened in the United States. Institutions are going to have a significant impact on Bitcoin's price. So we believe that here you can see that if our analysis on how institutions will look at allocating to this space is correct, and this is using a Monte Carlo simulation, institutional involvement could increase the price of Bitcoin. Again, it's 30,000 now, by 200,000 if they want to minimize volatility, to 500,000 if they want to maximize their Sharpe ratios. Donc, ce qu'on peut comprendre de Katie Woods, c'est essentiellement que de plus en plus d'institutions rentrent dans le Bitcoin. Ça fait en sorte que plus il y a d'institutions qui rentrent dans le Bitcoin, plus ça donne aux autres institutions le goût d'embarquer dans le Bitcoin, vu que ça stabilise le Bitcoin, le fait d'avoir des grosses institutions qui sont prêtes à tenir leur cash dans un safe haven, qui est à la protection de l'inflation. Puis, présentement, on le sait, les gouvernements ont imprimé beaucoup d'argent. Donc, si on a une moyenne de 1% alloué au Bitcoin par toutes les compagnies du S&P 500, qui est les 500 plus grosses compagnies du marché boursier, mais ça nous amène à une augmentation de 40 000 $ US sur le prix du Bitcoin. Puis, ils ont fait les calculs sur une économie globale si les compagnies allouaient pour 6,5% de leur cash sur les bitcoins, mais ça amènerait un bitcoin à 500 000 $.
Puis comme elle explique, MicroStrategy y croit tellement qu'ils en sont rendus à 100% en Bitcoin. Donc là-dessus, on va voir la vision de Michael Saylor. Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, que je vous ai déjà parlé dans les dernières vidéos de Bitcoin, qui doit être le PDG le plus bullish qui veut dire favorable au Bitcoin, qui a converti toute sa balance sheet, son argent, en Bitcoin. Is there anything good about holding Bitcoin itself if it's not going up? In other words, during these drawdown cycles, is there anything about the asset that makes it an attractive thing for you to hold? First of all, it's the hardest money on earth. It's an institutional grade safe haven asset. It's gold without all the imperfections of gold on a digital monetary network that moves at the speed of light that you can program to do 1 million transactions a second. So Bitcoin is digital gold on a big tech monetary network. Yeah. I know some of these words. En gros, Michael Saylor décrit le Bitcoin comme étant le Gold 2.0, le Digital Gold, l'or qui est souvent considéré comme un store of value, mais le Bitcoin viendrait le remplacer parce qu'il est pas mal plus efficace. Le Bitcoin, on peut en transiger un peu partout dans le monde, juste à avoir un téléphone, puis c'est beaucoup plus facile à transiger que des millions de tonnes d'or. Why would you want it? You would want it for the same reason that you want to run electric power to your city, or you would want to run running water to your building, because civilization is based on clean energy, clean water, clean communications, clean money, right? It is an extraordinarily important thing. Now, with regard to companies, I think the real issue here is if every currency is correlated to the dollar, right? I mean, they're all trading against the dollar. So if the dollar is weakening, every other currency is weakening, and then every stock and bond and commercial piece of real estate that generates fiat or US dollar cash flows or any cash flows in a fiat currency, they're all correlated assets, and they're all correlated ultimately to the dollar. So if we create 15% more dollars every year for the next 10 years, right, then you've got to discount the cash flows of every other instrument by 15% a year. And it doesn't take a rocket scientist to figure out that 80 to 90% of the value in those instruments is going to be collapsing if the dollar collapses. So if you want to preserve shareholder value, you have to buy scarce assets. Now, I could look for baseball cards or Picassos or sports teams, but it's hard to buy $1 billion of liquid, scarce trophy assets. So Bitcoin is the most liquid, scarce, uncorrelated asset that you can buy if you're trying to do this in a treasury. Donc, comme Michael explique, le but d'une compagnie publique, c'est de conserver la valeur des actifs pour les actionnaires. Puis, quel meilleur moyen d'investir dans un investissement qui est scarce, qui veut dire qui est très rare. Le Bitcoin qui est considéré très rare parce qu'il y a une limite de 21 millions de Bitcoins qui peuvent être créés, qui est définie par l'algorithme. Tandis que l'or peut être créé par l'humain. Puis, il peut avoir un nombre infini d'or qui peut être créé avec l'avancement des technologies qui peut faciliter l'extraction de l'or. Donc, comme il nous explique, on a un monetary network, donc un réseau monétaire fiable qui a présentement pour 1 trillion de valeur, puis qui a réussi à prouver son efficacité, puis en plus est considéré comme très rare. Donc, c'est pour ça qu'il a mis 100% de son cash en Bitcoin. Aussi, on va voir la vision de Chamath Palihapitiya qui croit au concept du Bitcoin depuis au moins 2012, puis qui en parle à CNBC, qui est un des réseaux qui parle de bourse aux États-Unis. Puis en 2012, il faisait déjà rire de lui parce que personne croyait au Bitcoin. Puis encore aujourd'hui, les plus gros portefeuilles de Wall Street ne croient pas au Bitcoin. The asset itself is creating nothing. I think it's a scumball activity. I would short it if there was an easy way to do it. So there you have it. You have Bill Gates, Warren Buffett, Charlie Munger. One of them was calling it a scumball activity. The other saying, Bill Gates saying he would short this thing if he could. And you're saying they're all wrong. Yeah. Explain.
Well, look, not everybody is right all the time, and I think we have to acknowledge that we all have biases. And look, I'm a disciple of Buffett and Munger, and one of the things that they have said for years, which I believe, is you define a circle of competence and you stay within it. And I think it's been clear in his entire investing career that technology is not in his circle of competence. And so the only technology name that he's owned is Apple. I mean, you could claim that IBM was a technology company. That's borderline. It's out of that didn't work anyway. Right. And Apple. But Chamath, just going back to this, I don't think he looks at it as a technology. I think he looks at it as an asset class that he would put in a similar class with gold. Just it's a non-productive asset. It's an asset that is only worth more if other people agree to pay more for it. That's the type of issue that he's talking about. Which I also agree with. I think it is exactly that. I think it is a replacement to gold. But again... But you like gold. You're saying you like non-productive assets. I like in a portfolio, again, my portfolio is 99% risk on, 1% risk off. And in that 1% risk off bucket, I think that something like Bitcoin is really important. Why? Because it is not correlated to the rest of the market. It's not yeah, a correlation. I've been in the Bitcoin market since 2012. And I feel like I'm in two different universes. I need a passport to go between the Bitcoin world and my regular world. These are not the same people. And what I would tell you is the people that owned Bitcoin in 2012 all the way up to now, the majority of those people view it as a hedge to the traditional financial infrastructure. Whether that's true or not is unclear, but that's how we've all viewed it. Separately, what Joe says is absolutely right. There's a big difference between correlation and liquidity. And the reality is all of these financial assets in the traditional markets are fundamentally correlated. We saw that in 2007. Everything broke down. Things that we thought were hedges went away. And so I think it's really important to not forget what happened there. So in 2018 or 19, heaven forbid we go through another cataclysmic financial event, we are going to see the same fundamental correlation. And so again, I ask, why would it not make sense to have a non-correlated hedge? For a small amount of this is about buying insurance. It was the same reason why in 2007 and 8, the folks that bought simple insurance bought some CDS, You might like as heroes. well buy gold. I mean, at least gold's got a 3,000 year, or 10,000 year record of being a store of value. I mean, I think that's the other thing Buffett's saying. There's no reason to think this is a store of value. I think that's a fair point, but I think that these are not exclusive decisions. And you know, for this younger class of entrant into the market, they probably don't want to buy gold. In fact, they don't want to buy gold, and they want to buy something that's much more digital and reflective of their value. Look, I think it's really unfair to not understand something and then to disparage it. Again, I think he's exceptional. I think Warren Buffett is exceptional. I think Bill Gates is exceptional at what they do. And I think it's fair to say that in 30 or 40 years, if I'm, you know, a vibrant, successful investor, and if I'm back on this show, the idea that I know what's happening 30 or 40 years from now, as well as some other new 40-year-old or 30-year-old entrant into the market, is just not true. The reality is things change. Comme on peut voir, Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Gates ne croient pas au Bitcoin, puis ils croient que c'est encore une fraude. Mais Chamath explique qu'ils n'ont pas nécessairement développé les connaissances pour comprendre le Bitcoin. Donc c'est pour ça que le Bitcoin continue de monter, puis qu'eux, ils croient pas encore. Comme Chamath explique, il faut vraiment voir le Bitcoin comme une assurance contre l'inflation. Un peu comme agit l'or. Parce que l'or, quand il y a des crashs ou des corrections de marché, l'or reste assez stable, puis est un peu le safe haven, on l'appelle dans le jargon. Le safe haven, c'est comme à la protection d'un peu tout. Je vais vous montrer en fait pourquoi l'or conserve sa valeur aussi bien avec un extrait d'un analyste de CNBC qui ne croit pas du tout au Bitcoin. Puis ça a été pris en 2012 quand le Bitcoin a atteint 100$. Il explique en fait les 4 critères pour créer de la valeur dans un asset. First, I have to give Bitcoin creators credit. At least they know enough not to trust fiat money that's controlled by our government. But they're trying to reinvent the wheel, and they've come up with a flat tire. We already have a perfect, real form of money, and it's called gold. Money has to have 4 elements. It has to be very rare, indestructible, divisible without losing its purchasing power, and cannot be increased by fiat. And Bitcoins fail on the first 2. They are not rare, and they are very much destructible.
And I guess I would say, as for those first 2 points, as to it being destructible and rare, I guess I don't know if I agree with that. I mean, gold is only rare because it's physically scarce, but Bitcoin is rare because it counts on the scarcity of CPU time. And so, likewise, as to destructibility, I think that's also sort of in question. What are the chances of someone coming up with a counterfeit Bitcoin, and they present that to an end user, and they're accepting this phony Bitcoin? I guess the chances would be astronomically low, and that's the whole design. I mean, the way that you create a Bitcoin is that you basically have to find a larger, rare number, bigger than any of the other Bitcoin out there. And so every Bitcoin, the next Bitcoin is even harder to create. And so I'd say right now it requires vast amounts of CPUs, generally through Amazon Cloud and things like this, to create the next Bitcoin. So it'd be exceedingly impossible or exceedingly difficult to create a counterfeit Bitcoin. So hacking Bitcoin could be a problem, but what about someone coming up with a counterfeit that end users don't recognize as being counterfeit? Donc les 4 points apportés par Michael Pento, qui connaît sa finance très bien. Pour créer de la valeur dans un asset, ça prend un asset qui est très rare, un peu comme les œuvres d'art, les cartes de baseball qui sont collectionnables, ou n'importe quel autre objet qui est collectionnable, qui est rendu très rare à cause qu'il n'est plus vendu sur le marché, ou on peut considérer l'or comme très rare parce qu'elle est dure à extraire des sols. Puis lui, il considère que le Bitcoin n'est pas rare parce qu'il y en a des millions. Mais en fait, ce qui crée la rareté du Bitcoin, c'est que dans l'algorithme du Bitcoin, il y a un maximum de 21 millions de Bitcoins qui peuvent être créés. Présentement, il y en a environ 17,5 millions jusqu'à 18 millions déjà créés. Puis, à chaque Bitcoin qui est créé, ça rend l'autre Bitcoin encore plus dur à créer. Donc, il estime que le dernier Bitcoin serait miné en 2150 environ. Donc, on couvre ce critère-là pour la rareté. Puis, le deuxième que M. Pento parle, c'est que le Bitcoin serait hackable. On pourrait avoir des copies de Bitcoin, alors que c'est jamais arrivé à date depuis la création du Bitcoin. Il n'y a jamais eu un counterfeit de Bitcoin qui a apparu dans le ledger, dans le journal de Bitcoin. Parce que tout est public dans le Bitcoin. C'est pour ça que c'est pas efficace pour les criminels d'agir avec le Bitcoin, parce que le FBI ou n'importe quelle autre police est capable de remonter jusqu'au wallet, jusqu'au portefeuille qui a agi pour faire les activités légales. Donc, au moindre Bitcoin qui serait créé de façon counterfeit, qui veut dire contrefait, bien, on l'aurait déjà su depuis la création du Bitcoin. Donc, c'est jamais arrivé depuis le début du Bitcoin. Le Bitcoin qui a été créé après la crise financière de 2008. Donc, on a au moins 10-12 ans que le Bitcoin a prouvé qu'il n'était pas hackable ou qu'il ne pouvait pas être counterfeit. Donc, les 4 points de M. Pento sont couverts pour créer de la valeur dans un asset. Donc, c'est pour ça que les 3 experts que je vous ai présentés, que ce soit Katie Woods, que ce soit Michael Saylor, que ce soit Chamath Palihapitiya, croient énormément au Bitcoin comme un store of value. Un endroit où on peut placer son argent puis elle va conserver sa valeur au lieu de la perdre au détriment de l'inflation. Puis là-dessus, je voulais remercier les 50 personnes qui se sont abonnées jusqu'à maintenant à mon channel. Je vous remercie infiniment. Allez voir sur mon Instagram, je vais dropper mon lien pour que vous puissiez acheter de la merch, comme je vous l'avais promis pour les 50 abonnés. Je vous remercie à tout le monde, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui se sont abonnées à mon channel. Que ce soit sur Instagram avec 52 abonnés et 50 sur YouTube en à peine 2 mois et demi. Donc merci à tout le monde. Puis aussi, soyez attentifs pour ma prochaine vidéo. Je vous réserve un prochain concours avec un live Instagram. Donc stay tuned pour ça aussi. Aussi, dites-moi en commentaire si vous comprenez un peu mieux le Bitcoin avec la version des experts qui l'expliquent un peu dans leurs termes, ou si ça vous dit rien encore le Bitcoin. Si vous comprenez encore vraiment rien sur le Bitcoin, laissez-moi le savoir en commentaire, je suis curieux. Puis là-dessus, on se laisse, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Ciao tout le monde, bye bye!